Nous avons présenté pour la clarté de l'exposé les concepts phénoménologiques fondamentaux sous une forme schématique qui peut éveiller certaines inquiétudes. N'a-t-on pas fondé la valeur de la connaissance et de manière plus générale tout sens de vérité sur de simples données et en dernière analyse sur des données sensorielles? La doctrine du remplissage ne se ramènerait-elle pas à une forme nouvelle de l'empirisme sensualiste? Le sens noématique serait une sorte de cadre que viendrait remplir la sensation ou le fantasme. Or, c'est bien cette théorie qui doit justifier l'évidence comme source dernière de toute vérité et de toute rationalité. En fait, l'objection vient simplement de ce qu'on a pris les concepts dans leur abstraction séparée de l'intuition sur laquelle ils se sont constitués. Les trois moments que nous avons distingués, position caractérisante, visée du sens, contenu représentant et corrélativement, du côté noématique, caractère, sens visé, aspect donné, ne sont pas pour ainsi dire des parties dont l'assemblage formerait d'un côté l'acte vécu, de l'autre l'objet posé en tant que tel. Leur distinction ne se réfère pas à une structure en quelque sorte spatiale, elle s'opère dialectiquement dans la temporalité de la vie intentionnelle. Les articulations de la conscience dessinent la projection du devenir transcendantal où l'objet se constitue dans une évidence originelle qui s'estompe immédiatement dans une intuition de plus en plus confuse pour tomber dans le vide d'une simple représentation symbolique, celle-ci motivant à son tour un mouvement inverse où le sens visé se retrouve dans la plénitude d'une évidence nouvelle, où il peut s'enrichir et se confirmer, mais aussi se corriger ou se supprimer. Le moi est toujours pôle, il n'y a pas d'extension, rien qui implique une extériorité parte extra partes. Il n'est pas un tout formé de pièces liées les unes aux autres, il n'en reste pas moins possible de l'analyser dans son être égologique. Mais ce n'est pas une construction de parties qui aurait été placée en lui comme dans un espace. Sa description mène nécessairement au temps de la conscience et au mouvement par lequel il se temporalise lui-même, comme à une quasi-extension sur le temps, sur toute sa vie égologique, ses prises de position, ses positions de valeur. L'être du moi n'est pas, comme le non-moi, permanence dans les changements, mais permanence dans le maintien de soi. Et se maintenir soi-même, c'est se conserver constamment, à s'acquérir soi-même, en perpétuant l'acquis dans le soi, en le gardant en soi-même. C'est précisément de ce mouvement que se dégagent les moments que nous avons distingués. L'évidence originaire n'est pas un composé comprenant une position d'existence, une visée du sens et un contenu qui le remplit. Elle est dans sa totalité présentation de la chose même dans sa plénitude, mais la perception passe immédiatement à la rétention. La clarté diminue tandis que l'objet se caractérise de manière de plus en plus faible, tout en étant toujours reconnu comme le même dans une synthèse d'identification. Un mouvement de ce genre n'est possible que si, dès l'origine, le sens s'est posé comme indépendant du donné intuitif qui le soutient, de façon à pouvoir rester identique à lui-même, en dehors de ce donné. Et les modes d'apparition devenant de plus en plus obscurs, pour s'achever dans une représentation vide, le sujet est tenté de réaliser ce sens en une chose qui se suffirait à elle-même. Les données intuitives viendraient alors simplement remplir une forme toute prête, mais l'examen du contenu effectif permet de dissiper l'illusion. Un sens se présentant dans une intuition obscure ou une représentation vide ne peut se définir autrement que par un renvoi à l'évidence, où il se présenterait dans la plénitude de lui-même. L'identité du sens plein et du sens vide ne signifie rien d'autre qu'un renvoi de ce genre. Si je me rappelle confusément un paysage que j'ai vu l'an dernier, je vise le même sens d'objectivité, non pas au sens où je posséderai effectivement et concrètement dans l'intentionnalité du souvenir la même richesse de contenu déterminé que j'avais dans la perception, mais simplement au sens que j'ai conscience de viser un seul et même objet, auquel je peux revenir, soit en retournant au même endroit, soit en interrogeant ma mémoire de manière plus précise, soit en recourant au témoignage d'autrui. Mais bien évidemment, le contenu effectif de détermination n'est plus le même, encore qu'il soit posé comme étant le même. Le sens s'est en fait appauvri, et le retour à l'intuition claire et distincte permet justement de compléter le souvenir et à l'occasion de le corriger, voire même de le supprimer comme simple illusion. La différence du sens plein et du sens vide ne consiste donc pas simplement dans la présence ou dans l'absence du donné intuitif, mais le sens n'est véritablement lui-même qu'en tant qu'il se constitue sur le donné,
L'authenticité du mouvement se marque dans la position d'existence. Le moment de la caractérisation ne saurait s'accomplir à part. Il ne fait que définir la manière dont s'effectue le passage du donné au visé. La structure de l'intentionnalité n'implique donc en aucune manière une composition de parties. Elle dessine la forme du devenir de la subjectivité où l'objet se constitue dans le sens de son être. Nous avons vu dans une première esquisse que la distinction des modes de l'intentionnalité de l'évidence originaire à la représentation vide se référait au moment du remplissage. Les apparences verbales ont pu faire croire à un retour à l'empirisme. Nous voyons maintenant que le concept de remplissage ne présuppose pas un sens tout près qui ne resterait qu'à remplir. Il s'agit justement de constituer le sens dans la plénitude de son être. Dès lors, l'évidence ne saurait se définir comme une donnée passive. Elle est la production, Leistung, du sens constitutif de l'être du monde, que l'accomplissement n'en soit possible que sur le fondement d'un donné, dont la nature varie selon les régions, mais qui implique toujours, ne fût-ce qu'à titre de moment, supprimer un noyau sensoriel. C'est là une preuve décisive que le monde de la paix, de la vérité, engendré dans l'évidence, est bien ce monde même dans lequel nous vivons. Il n'en reste pas moins que la vérité n'est produite qu'à titre de vérité comme transcendante aux éléments proprement donnés, dont elle définit justement le sens véritable. La genèse des significations dans l'évidence vécue mérite donc bien son nom de genèse transcendantale. La considération de la temporalité signifie simplement que la vérité ne se présente pas comme une chose qui se reconnaîtrait à un signe, mais comme un mouvement qui ne vaut que par son effectuation. Une telle conception permet seule de justifier l'acte spirituel, non pas dans l'abstraction de son idéal théorique, mais dans l'effectivité de son accomplissement. Dès lors, les défaillances que l'on constate dans le devenir de l'esprit ne suppriment pas la valeur de ses prétentions. La possibilité en est impliquée dans le sens même de la vérité comme vérité de ce monde. Paragraphe 16. La possibilité de l'erreur comme contemporaine de la vérité. L'évidence produit la vérité en posant le sens de l'objet comme son être même, un en soi indépendant de la multiplicité des consciences qui le visent. C'est un acquis disponible, verbe dont on peut user en se contentant d'un souvenir plus ou moins confus ou même d'une simple représentation symbolique. On pourra également le transférer par association à des situations semblables à celles qui a provoqué l'évidence originelle et percevoir ainsi l'objet nouveau comme objet du même genre. La phénoménologie renouvelle la théorie de l'association par la notion de l'intentionnalité. Il ne s'agit pas d'une composition de données sensorielles dont on ne voit pas comment elle prendrait valeur de vérité et d'objectivité, mais du transfert d'un sens antérieurement constitué sur une configuration donnée à une configuration semblable. Mais le sens lui-même est le résultat d'une création originaire, Ursprung. Dans l'évidence, chaque perception dans laquelle nous saisissons et remarquons du premier coup d'œil des objets que nous sont donnés, par exemple le monde donné de la vie quotidienne, et comprenons immédiatement leur sens avec ces horizons, renvoie intentionnellement à une création originaire, Urstiftung, dans laquelle s'est constitué pour la première fois un objet d'un sens analogue. Les objets de ce monde, même quand nous ne les connaissons pas, sont de manière générale connus suivant leur type. Nous avons déjà vu auparavant des objets du même genre, quoique non pas précisément cet objet ceci. Ainsi, chaque perception dans la vie quotidienne recèle une transposition analogique d'un sens objectif, engendrée dans une création originaire, à un cas nouveau, en tant qu'elle saisit d'ores et déjà l'objet nouveau comme ayant un sens analogue. Partout où il y a perception d'objet, il y a transposition de ce genre. Le développement ultérieur de l'expérience pouvant d'ailleurs faire apparaître dans le sens un moment véritablement nouveau qui motive une création nouvelle et permet à l'objet de se présenter désormais avec un sens plus riche. L'enfant qui voit déjà les objets comme des choses, Dinge, comprend par exemple pour la première fois le sens d'usage d'une paire de ciseaux. À partir de ce moment, il a immédiatement du premier coup d'œil la perception des ciseaux comme tels, mais non pas naturellement dans une reproduction explicite, une comparaison ou un raisonnement dans méditation cartésienne. Nous rappelons qu'il faut entendre par chose, Ding, l'objet matériel sensible dont l'unité propre à la perception naïve ne doit encore rien en forme d'intelligibilité du jugement. Cette unité objective immédiatement donnée à l'intuition renvoie elle-même à une genèse où elle se constitue à partir des données sensorielles et des configurations sensibles qui n'ont pas encore le sens de réalité de la chose.
On a dit avec raison que nous avons dû apprendre dans notre première enfance à voir les choses, Dingé, et que, sur le plan génétique, un tel apprentissage doit précéder toutes les autres manières d'avoir conscience des choses. Ainsi, le champ de perception tel que nous le trouvons donné dans notre première enfance ne contient encore rien qui pourrait être perçu du premier coup d'œil comme chose dans méditation cartésienne. Dans tout ce mouvement, le sens est visé comme restant le même, mais le contenu effectif de détermination se modifie avec les actes qui le visent. Des contradictions peuvent s'introduire à l'insu du moi, qui pose autre chose en fait que ce qu'il croit poser. Ainsi, il arrive qu'après avoir exactement compris un théorème dans une évidence originaire, nous l'appliquions de manière défectueuse en le prenant sur la suggestion de la situation concrète, avec des déterminations qu'il n'a pas tout à lui attribuant théoriquement le même sens. La possibilité de l'erreur se fonde sur l'opposition de la rigidité du sens dans ses prétentions reconnues avec la malléabilité de son contenu effectivement réel. On remarquera qu'une différence de ce genre ne s'introduit pas par suite d'une faute que l'on pourrait éviter ou d'une faiblesse inhérente à la nature humaine. Le sens se constitue dans l'évidence comme l'être de l'objet, ce qu'il est indépendamment des consciences qui le visent. Sa rigidité n'est pas l'effet d'une aberration, mais de sa position même comme sens vrai. L'acte de connaissance n'a de vérité que dans la mesure où il crée une signification valable, indépendamment des données subjectives du moment singulier, dont elle définit précisément la signification véritable. Mais du fait même d'une telle création, l'erreur devient possible. Le sens constitué se perpétue dans des consciences qui impliquent un contenu différent de celui avec lequel il s'est présenté dans l'acte originaire. Sa position comme vérité lui a donné un effet dès l'origine, le droit de continuer. En effet, dès l'origine, le droit de continuer à s'affirmer en dehors de l'évidence qu'il a engendrée. Il appartient donc à son sens même de pouvoir se poser valablement dans une intuition obscure ou une représentation symbolique. Mais par là s'introduisent précisément les confusions et les contradictions. Dans l'acte qui constitue le réel dans son sens de vérité, se trouve impliquée d'ores et déjà la possibilité de l'erreur. Ainsi, il appartient au sens de toute proposition géométrique de se poser comme indépendante des intuitions sensibles où elle se trouve représentée. Il appartient au sens de toute proposition géométrique de se poser comme indépendante des intuitions sensibles. Un tel sens renvoie à une création originaire qui, en tant qu'elle, ne considère dans le donné sensible que ce qui peut s'y construire par concept, projette un horizon infini d'opérations possibles, où se définit l'être du géométrique comme vérité des formes réelles. Il ne s'agit pas naturellement d'un cadre donné une fois pour toutes, mais d'une signification originaire qui se reconstitue en chaque géomètre, en tant que tout raisonnement géométrique implique une négation de la figure sensible comme telle et son absorption dans une construction rationnelle. Qu'une dialectique de ce genre puisse toujours se répéter, c'est ce qui se trouve posé dans le sens même de toute proposition géométrique, en tant qu'elle s'affirme comme vraie. Mais cette possibilité même ouvre la porte à l'erreur, car le mouvement ainsi présupposé n'a plus besoin de se réeffectuer à chaque instant dans l'authenticité de la démarche originaire. Le géomètre se contente de manier ces concepts comme des symboles qui se suffisent à eux-mêmes. C'est à ce moment que les configurations sensibles se réintroduisent à son insu, alors qu'il croyait n'avoir affaire qu'à des constructions géométriques. L'erreur trouve sa source dans un oubli de l'acte originaire qui a créé le domaine où s'exerce l'activité présente et continue à lui donner le sens de son être. Un tel oubli ne se produit pas par simple inadvertance. La possibilité en est impliquée dans le sens lui-même comme sens toujours valable. Le procédé peut paraître légitime puisqu'il est entendu qu'on ne tiendra pas compte des configurations intuitives comme telles, mais uniquement des déterminations conceptuelles qui s'y trouvent représentées. Mais c'est justement cet entendu qui a permis à la construction de s'écarter de sa règle conceptuelle. Une légère inexactitude semblait sans importance parce qu'il allait de soi que le dessin n'est pas visé dans son contenu sensible, mais c'était prendre les déterminations rationnelles comme des réalités en soi, alors que leur valeur de rationalité n'avait justement de sens que sur le fondement du sensible, par un mouvement effectif qui supprime ce sensible et l'élève à sa vérité dans une construction s'effectuant exclusivement par concept. C'est la dialectique de ce passage qui, dans l'erreur, se trouve à la fois maintenue et oubliée. Elle se maintient sous une forme symbolique et donne à la figure représentée le sens d'une figure géométrique, et c'est justement la raison pour laquelle nous n'avons pas toléré une contradiction qui n'aurait pas existé pour la perception naïve.
Mais tout en croyant faire de la géométrie, nous nous sommes contentés de présupposer la démarche qui a thématisé son domaine, en oubliant de l'accomplir à nouveau de manière effective. Et l'évidence propre à l'intuition sensible a recouvert l'évidence rationnelle du géomètre. L'erreur consiste dans une régression qui ne se définit que par rapport au niveau supérieur auquel on s'est déjà élevé et auquel on continue de prétendre. La possibilité en est acquise au moment même de la création première du domaine nouveau, en tant qu'il se présente comme un horizon d'objets dont le sens d'être est d'ores et déjà possédé, la tâche de la connaissance n'étant plus que d'entrer dans le détail des formes particulières. La dialectique constitutive du domaine, comme passage du sensible à l'intelligible, se trouve ainsi oubliée aussitôt qu'accomplie. Son accomplissement même implique cet oubli. Nous voyons maintenant en quel sens il convient de comprendre les théories traditionnelles qui font de l'erreur un moment de la vérité. Dans l'horizon des concepts classiques, c'était de se condamner à résoudre le problème par la suppression de l'un de ces termes. Si l'erreur est une vérité partielle, elle sera en fait vérité et non erreur, car il est légitime que chaque moment s'affirme comme totalité à son niveau. En cela même consiste sa vérité. Et s'il s'absorbe par la suite dans un concept plus élevé, il restera toujours vrai puisqu'il ne s'y pose qu'à titre de moment dépassé. Le fait est pourtant que l'erreur existe avec un contenu positif qui fait qu'elle est erreur. En réalité, le faux est bien un moment du vrai, puisqu'il consiste dans la résurrection d'une forme d'évidence déjà dépassée, mais qui n'en garde pas moins sa vérité à son niveau. Ainsi, les nombreux mathématiciens qui ont cru réussir à démontrer le cinquième postulat d'Euclide ne faisaient que se fier à une évidence intuitive dont la valeur n'est pas douteuse pour la vie ordinaire. Mais leur erreur ne se définit pas simplement par cette limitation. Elle impliquait l'insertion de cette structure sensible dans l'horizon géométrique et sa position comme vérité rationnelle. Le faux n'est donc pas une partie isolée dans un système de vérité éternelle, ni un moment abstrait dans une dialectique éternelle de pur concept. Il surgit dans la temporalité effective par un acte inauthentique qui ne garde de l'acte originaire qu'une prétention qui ne parvient pas à réaliser. Quand donc nous imaginons le soleil distant de nous de 200 pieds, notre erreur ne consiste pas, comme le croit Spinoza, en ce que tandis que nous l'imaginons, nous ignorons sa vraie distance et la cause de cette imagination que nous en avons. Car cette présentation, en l'absence de toute connaissance astronomique, possède la vérité propre au monde sensible et que l'on peut vérifier par l'accord des hommes qui jouissent d'une vision normale. Elle s'oppose à son niveau à l'erreur qui consisterait à voir le soleil à 10 pieds. Les données normales de la perception ne peuvent donc se condamner comme erreur qu'en raison d'une prétention à la vérité scientifique, prétention que nous affirmons tous comme l'héritage de l'acte originaire qui a créé l'horizon du monde de la science comme vérité du monde de la vie. C'était donc à bon droit que Descartes décelait dans l'erreur une intervention du moi, mais il eut le tort de définir la subjectivité par une liberté abstraite comme pur choix arbitraire. L'erreur renvoyait dès lors à une aberration inexplicable et Spinoza pouvait objecter à juste titre qu'il n'y a pas d'adhésion sans motif et que le faux ne se pose que par un certain sens de vérité. Mais il ne pouvait s'agir d'une vérité objective qui, aussi partielle et abstraite que l'on voudra, sera par elle-même vraie et non fausse. L'être positif de l'erreur ne peut consister que dans le sens de l'acte intentionnel qui, réalisé pleinement dans l'évidence absolue de la création originaire, se maintient sous une forme sédimentée comme une prétention confuse ou même complètement vide, mais qui n'en garde pas moins une valeur de vérité en tant qu'elle renvoie à l'authenticité du moment créateur et implique ainsi la possibilité d'un retour à l'origine. Dans ce mouvement absolu où la conscience reste encore présente à elle-même, en s'oubliant elle-même et ne s'oublie que pour se retrouver, le temps est constitué comme l'ordre où se succèdent les moments d'une histoire. L'existence dans le temps, avec ses limites et ses défaillances, ne fait donc qu'exprimer la présence toujours vivante de l'acte originaire, où se constitue son horizon de vérité. Ainsi s'explique cette nature ambiguë dont parlait Platon quand il dut reconnaître l'être de l'illusion.